On va passer sur une autre centrale qui est la centrale hydroélectrique. Alors, en Belgique, il faut savoir que l'hydroélectricité ne représente que 1% de la production totale d'électricité, ce qui n'est pas beaucoup. On l'a vu précédemment dans la vidéo précédente qu'en fait les sources utilisées par la Belgique sont surtout d'origine fossile. Donc on a assez peu sur les centrales hydroélectriques, etc. Par contre, en Norvège, il faut savoir que 99% de leur électricité est produite grâce à des centrales hydroélectriques. Alors, l'hydroélectricité donc norvégienne, donc on sait que en Norvège, donc la neige et l'eau vont fondre au printemps, et donc effectivement on va avoir beaucoup de cascades. Qui dit beaucoup de cascades dit beaucoup de courant, et donc effectivement ceci va permettre de faire fonctionner les turbines grâce à tout ce débit d'eau qui va s'écouler. Il faut savoir que déjà au Moyen-Âge, ils l'ont utilisé pour faire tourner les roues des moulins. Donc même si à cette époque-là, c'est le bois qui reste la source principale dans les utilisations des énergies. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au XVIe siècle, on va avoir une scie, et cette scie va être actionnée grâce à la force hydraulique. Alors, au XIXe siècle, on a l'apparition de l'électricité, etc. Et donc, ici, on vous dit que effectivement, ceci va permettre au pays d'alimenter des usines grâce aux abondants cours d'eau. D'accord? Et donc, l'État norvégien va acheter sa première chute d'eau pour fournir de l'électricité à la ligne de chemin de fer. Et donc, justement, la Norvège voulait vraiment être indépendant, par exemple, de gros investisseurs étrangers dans leur pays. Et donc, ils ont des lois qui empêchent complètement les étrangers d'entrer en possession des chutes d'eau, de mines ou de forêts. Et donc, ils ont essayé vraiment que ça garde pour le pays, afin de ne pas être en dette envers des investisseurs. Donc, effectivement, donc, quelques familles suédoises très 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 riches et plusieurs banques françaises, ils ont donc permis de fonder un groupe énergétique norvégien. Et donc, ils ont pu construire leur première centrale à énergie hydraulique à proximité d'Oslo en 1907. Donc vous voyez, ça fait quand même déjà un certain nombre d'années qu'ils utilisent en tout cas ce système pour produire l'électricité. Donc en 10 ans, ils pourront ensuite construire 11 centrales hydrauliques, et actuellement il y en a plus de 600. Donc ce qui explique pourquoi 99% de leur production est d'origine hydraulique. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a, comme partout, des avantages et des inconvénients. L'hydroélectricité, c'est vraiment super parce que c'est une énergie renouvelable, etc. Mais il faut savoir qu'à la construction d'un barrage, cela peut engendrer effectivement certains soucis écologiques. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il faut un bassin qui va se trouver donc là au-dessus, où parfois on peut avoir une agglomération, donc un agglutinement si vous voulez de matière organique morte qui va se mettre là, et donc parfois l'entretien, etc. peut poser pas mal de soucis. Voilà, alors explication donc du fonctionnement. Bien ça, en fait, on va voir que le principe reste le même, c'est qu'il faut une turbine qui va actionner un générateur. Ici, c'est quoi qui va permettre le fonctionnement de cette turbine, en tout cas la rotation de cette turbine? Eh bien, c'est l'eau qui va se déverser très très rapidement dans la turbine. Donc ici, on le voit très bien, on retient l'eau et puis tout d'un coup, elle est déversée. Et donc, il y a une assez grande descente qui va donc donner, vous savez, une énergie potentielle. Donc l'eau ici a une grande énergie potentielle. Elle va descendre très rapidement, donc ce qui va se transformer en énergie cinétique, pendant que l'énergie potentielle, elle va diminuer, et donc ça va actionner la turbine, permettant également donc le fonctionnement du générateur et la production d'électricité. Voilà, alors c'est ici, donc c'est ce qu'on vous dit, une centrale hydroélectrique utilise l'énergie potentielle fournie par une masse d'eau en mouvement pour produire de l'électricité. Donc forcément, il faut beaucoup d'eau qui est retenue dans un lac-barrage. D'accord? Et donc quand on ouvre les vannes, eh bien c'est à ce moment-là effectivement que la chute de l'eau permet la production d'électricité. Puis c'est ce que je vous ai dit, ça actionne les turbines qui entraînent les alternateurs ou donc le générateur. Et puis au pied du barrage, l'eau est libérée et reprend le cours normal du lit de la rivière. Alors, quelles structures sont communes à la centrale thermique et à la centrale hydroélectrique? On a vu la turbine et l'alternateur ou le générateur. Alors, les transformations d'énergie.
Alors ici, on va avoir donc une énergie donc hydraulique, mais aussi surtout une énergie donc qui est potentielle. On a vu, on n'oublie pas, l'énergie potentielle dépend de la hauteur, de la masse et de la gravité, donc M fois G fois H, ce qu'on a vu l'année passée. Et donc effectivement, cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique, donc du mouvement. Cette énergie cinétique va se transformer en énergie mécanique pour faire tourner la turbine, et puis énergie électrique. De nouveau, à chaque étape, on constatera donc une perte d'énergie. Alors, quelle sera l'énergie potentielle ou hydraulique si 1000 litres ou 1000 kg d'eau s'appliquent sur la turbine d'une centrale électrique située à 70 mètres de profondeur? Alors, pour cela, je vais ouvrir donc ceci. Donc, ici, eh bien, si je prends donc les données qui sont à notre disposition, on vous dit effectivement quand on a une masse d'eau, d'accord, qui est égale à 1000 kg. Voilà. Ensuite, on va également avoir la hauteur de votre centrale, donc ici qui est de 70 mètres. Et on a effectivement également l'accélération de la Terre, donc qui est G, la gravité, voilà, qui est de 9,81 mètres par seconde au carré. Alors, ici, l'inconnu, ça va être donc l'énergie potentielle et la résolution. Alors, on sait que donc la formule de l'énergie potentielle, c'est la masse fois la gravité fois la hauteur en mètres. Donc attention, la masse c'est bien en kilogrammes, l'accélération terrestre en mètres par seconde au carré et la hauteur en mètres. Donc là, on n'a plus qu'à modifier pour remettre. Voilà, donc la masse, on est à 1000 fois 9,81 fois la hauteur qui est donc de 70 mètres. Voilà. Et donc ce qui nous donne une énergie donc de 686 700. Et alors attention, on n'oublie pas que l'unité de l'énergie potentielle, enfin de toute énergie, c'est le joule, d'accord? Donc qu'on peut mettre aussi en kilojoules. Dans ces cas-là, ça fera 686,7 kilojoules. Donc ici, voilà, vous avez donc la résolution du calcul. Alors ensuite, en sachant ça, donc on sait voilà que en tout cas avec 1000 kg d'eau qui va chuter de 70 mètres de hauteur, on sait que ça va permettre donc une énergie de 686 700 joules. Or, on sait que le rendement d'une telle centrale, d'accord, est de 70%. Alors, ici, quel sera son rendement? Eh bien, on va faire assez simple, hein, d'accord. Donc, pour le rendement, d'accord, on vous dit, eh bien, c'est 686 700 joules. On sait que le rendement est de 70%. Et donc, ça va être égal à 480 690 joules. Donc voilà, donc ici vous allez avoir la résolution donc, du calcul qui se trouve donc ici. N'hésitez pas à mettre pause pour recopier si vous n'avez pas eu le temps. Alors, quels sont les facteurs ont permis à la Norvège d'être un des plus grands producteurs d'hydroélectricité? Je pense qu'en sachant tout ça, on peut émettre l'hypothèse que effectivement la Norvège utilise les centrales hydroélectriques du fait qu'elle a beaucoup de cascades, d'où une énergie potentielle accumulée qui est vraiment grande. Il ne faut pas oublier que comme il fait plus frais, forcément ils vont avoir de la neige en hiver qui va fondre au printemps, ce qui va vraiment permettre d'avoir une grande quantité d'eau disponible. Et en plus, au niveau économique,
le fait d'avoir interdit l'achat de leurs cascades par les étrangers ont permis vraiment au pays d'être complètement indépendant de toutes les autres puissances pour leur production d'électricité. Donc pour eux, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Et bien ici, cette vidéo est terminée. Et donc, je vous dis à bientôt.